En fait, Clémence, c'est notre M aussi. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs, dont un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, tiens. J'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut Rafik. Salut Clémence, on m'a promis un canapé, alors je suis venu. Et Stéphane, salut Stéphane. Salut Clémence. Et oui, effectivement, on est dans un studio refait à neuf. Vous en verrez peut-être quelques images dans quelques temps. On est en train de peaufiner les derniers détails, mais vous verrez, on a refait la déco. Sur Twitch, quoi. Voilà, ça sera disponible sur Twitch, on vous tiendra au courant très vite. Et puis à la technique, rien que pour vos oreilles, on le surnomme l'homme au tympan d'or. Bonjour Alain. Waouh. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Son nom c'est Bond, James Bond, et c'est de lui qu'on parle cette semaine. Et oui, impossible de faire l'impasse sur Mourir peut attendre, le nouveau film mettant en scène le célèbre espion. Pour ce 25e opus, on retrouve pour la toute dernière fois Daniel Craig, mais cette fois exit le matricule 007. Le film s'ouvre sur un James Bond à la retraite qui se la coule douce aux côtés de Madeleine Swann. Mais si, rappelez-vous, elle était déjà présente dans Spectre, le film précédent. Alors bien sûr, pour Bond, le répit est de courte durée, il finit par reprendre du service pour aider ses anciens collègues à retrouver un scientifique enlevé, et évidemment ce n'est que le début. So long donc Daniel Craig, après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et 007 Spectre, l'acteur britannique incarne le personnage créé par Ian Fleming pour la 5e et ultime fois avant de tirer sa révérence. Pour ce barreau d'honneur, il est accompagné de Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes ou encore Christophe Waltz pour ne citer que. Aux manettes, Kari Joji Fukunaga, découvert par le grand public grâce à la première saison de la série True Detective, il vient remplacer Danny Boyle, initialement annoncé à la réalisation, mais qui avait finalement quitté le projet mi-2018 suite à des différends artistiques. Côté scénario, en plus de Fukunaga, on retrouve des habitués de la saga, Neil Purvis et Robert Wade, mais pas seulement. Phoebe Waller-Bridge, qu'on connaît principalement pour les séries Fleabag et Killing Eve, est aussi de la partie. Tout d'abord programmée pour avril 2020, la sortie officielle est reportée plusieurs fois, notamment à cause de la crise sanitaire. La première mondiale a finalement lieu le 28 septembre 2021 à Londres. En France, Mourir peut attendre sort en salle ce mercredi 6 octobre. Alors, c'est le moment où je me tourne vers l'équipe. Mourir peut attendre, est-ce que ça valait le coup d'attendre? Est-ce qu'on va le voir au cinéma? Attention, Rafik, c'est nouveau, hein. Tu peux répondre uniquement par oui ou par non. On va développer et rentrer dans le détail juste après. Est-ce qu'on va le voir au cinéma? Oui. Stéphane? Ouais. Ouais, très bien. Eh bien, maintenant, vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, Rafik, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, donc je propose qu'on commence par ton avis. Alors oui, ça fait longtemps que les salles de cinéma m'ont pas vu non plus. Pourquoi on va le voir au cinéma? Déjà parce qu'en tant que film, ça ressemble à un film, et en période de vache maigre, faut pas trop faire le difficile. Moi, j'avais la sensation d'être dans une salle et de regarder un film qui avait été pensé pour être vu dans une salle de cinéma. Alors ça va pas chercher dans les hautes sphères du cinéma d'action, et de toute façon, à mes yeux, la franchise James Bond n'a jamais vraiment côtoyé ces sphères-là. Au début, quand même. Mais au moins, t'as la sensation d'être sorti de chez toi pour aller voir quelque chose. Donc on reviendra un petit peu sur cet aspect purement cinégénique. Donc en tant que film, oui, je considère qu'il faut aller le voir en salle. En tant que James Bond, ça va être peut-être le débat de deuxième partie de ce podcast.
Ouais, c'est-à-dire que en gros, ce qui est assez surprenant, y compris dans un James Bond, je trouve, de ces dernières années, c'est, enfin, moi j'ai en mémoire Quantum of Solace notamment, qui était littéralement irregardable. En fait, le montage était absolument aberrant, quoi. Ce qui est vraiment bien en fait dans celui-là, c'est que tu sens le travail des cascadeurs, tu sens le travail de tous les gens en fait de la seconde équipe qui ont essayé vraiment d'obtenir des plans, qui ont les moyens d'obtenir des plans assez dingues. La scène d'action d'ouverture, elle est plutôt chouette, moi je trouve en fait dans sa façon de. Alors, quand tu dis d'ouverture, c'est pas vraiment la scène d'ouverture, mais la scène qui se passe en Italie. En fait, ils ont fait un truc qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que en gros, t'as un très long pré-générique où t'as déjà en fait un flashback sur l'enfance de Madeleine Swann. Voilà, c'est ça. Et en fait qui reprend directement derrière sur une scène d'action où James Bond se fait piéger sur la tombe de Vesper, c'est ça? Donc, tout à fait. Et en gros, pour suivre dans les rues d'une petite ville, enfin j'ai plus le nom de la ville italienne, dans son Aston Martin. Et les deux scènes fonctionnent, moi je trouve, il y a des trucs intéressants dans les deux scènes, quoi. Oui. Mais je parlais vraiment de la scène d'action parce que en gros, moi je trouve que déjà c'est un truc qu'on a vachement perdu, j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast, notamment quand on parlait de Fast and Furious. Où tout est cuté, monté, et d'un seul coup en fait tout ce travail-là il est complètement jeté à la poubelle, quoi. Là c'est pas le cas. Ça fonctionne plutôt bien, il y a de la tension en fait dans la scène, il y a des petites idées de mise en scène, il y a même le truc où il la laisse dans le train à la fin où t'as vraiment un travelling latéral en fait pour la faire partir. Alors en fait, ça, en fait, le truc merde, il y a un réalisateur derrière le film, tu vois, et surtout encore une fois comme c'est plus trop. Enfin, depuis très longtemps, moi, je vais remonter vraiment même à, comment dire, aux années 80 avec John Glenn ou des trucs comme ça. En fait, c'est ce réalisateur un peu attitré qui était là pour tous les films, quoi, et qui faisait plus ou moins tout le temps la même chose, quoi. C'était propre, c'était soigné, ça dépendait des films, hein, mais on avait quand même déjà, en fait, on sentait qu'on était sur des rails, quoi. Et là, mine de rien, bon, en fait, voilà. Après, ça participe, je trouve, d'une problématique en fait qui est liée à la façon d'aborder l'ère Daniel Craig, on va dire, tu vois, qui est que justement en fait il y a l'idée d'essayer de masquer que c'est des films de franchise en essayant de faire des films pseudo d'auteurs qui n'en sont pas vraiment non plus, quoi, en fait. Si tu veux, avec Sam Mendes, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Là, avec Fukunaga, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi. Et c'est un peu la raison pour laquelle ça dure 2h43. Et t'as envie de dire non. Alors, c'est vrai que là, on a un James Bond qui bat le record en termes de durée. On est à 163 minutes. Mais pourquoi moi, franchement, c'est la grande question. C'est 2h43 pour raconter ça. C'est voilà, quoi. Parce qu'il faut détricoter pour tenter de retricoter par derrière. Sur la question purement cinégénique, là, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Stéphane. En fait, il y a une forme de ce qu'on pourrait considérer comme de la gratuité cinégénique, et c'est ça qui est bienvenu. Donc cette scène d'action d'ouverture qui se passe, la ville c'est Matera. En fait, c'est une scène d'action qui utilise la topographie très particulière de cette ville qui a pas du tout été conçue pour des voitures, et d'imaginer effectivement quel bordel peut créer une poursuite en voiture dans cette configuration-là. Avec des petites ruelles pavées très étroites. Voilà, avec des escaliers qui sont à des endroits bizarres, etc. Bon, et donc, qui permet de créer toute une forme de surprise progressive. Enfin, il y a une chorégraphie des éléments qui fait partie du plaisir cinématographique. La scène d'ouverture, donc qui voit l'enfance et le traumatisme de Madeleine Swann avec en gros sa famille qui se fait buter par un tueur qui reviendra par la suite, un tueur masqué. Donc là on est dans une espèce de... juste, on va spoiler comme des pendant rats, absolument tout l'épisode. Hein. Donc là, si jamais... Là c'est la scène d'ouverture. Voilà. Donc effectivement, on est là dans une espèce de slasher suédo-japonais en termes d'esthétisme, pas du tout dans un James Bond, hein, faut le dire, mais effectivement on reconnaît la patte du réalisateur de True Detective dans une espèce de fétichisme comment dire, du dénuement, le tout blanc, voilà, le tout vide, avec tout un truc autour du lac gelé sous lequel la gamine est coincée, etc. Donc, en gros on fait des images. Est-ce que Stéphane notifié par rapport à la scène du train, c'est aussi quand je disais qu'il faut aller voir en salle parce qu'on a l'impression de voir un film de cinéma. Je suis plus habitué à voir des scènes entre guillemets aussi gratuites, c'est-à-dire en gros c'est James Bond qui se débarrasse de Madeleine, enfin qui lui dit adieu.
Et elle monte dans le train. Lui, il est sur le quai. Et comme elle se résout pas à le perdre de vue, elle se met à marcher dans les couloirs du wagon pour qu'il reste dans son angle de vision. Elle remonte le wagon à contresens. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on a déjà vu au cinéma. Hein. Ça existe depuis l'époque du muet, mais qui fait partie justement des plaisirs purement cinégéniques. Il y a aucun autre média qui peut nous offrir ces moments-là. Et donc, c'est aussi ce genre de truc qui te fait dire, mais en fait, oui, je suis en salle. Je suis pas en train de regarder un sitcom, quoi. Et c'est pour ces petites raisons-là que le film mérite d'être vu en salle. Dans la scène finale, en fait, dans le bunker, il y a un plan séquence en fait d'action qui est bon. Moi, je trouve pas, parce que contrairement à Rafik, je suis pas hyper fan de True Detective, moi, et j'avais déjà un gros problème avec leur plan séquence en fait dans True Detective. Mais là, il y a un peu, c'est pareil, il y a un petit plan séquence en fait où ils essayent de suivre James Bond dans un couloir et tout. Dans un escalier. Ouais, dans un escalier, pardon. Et en fait, ils grimpent le truc. C'est proprement fait. Hein. C'est cool en fait parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vrai plan séquence un peu correct, on va dire, au cinéma, quoi. Mais c'est pas non plus c'est pas du De Palma, hein, faut pas déconner, quoi. Mais disons qu'en fait il y a tout un tas de trucs comme ça. Il y a une intention, voilà, en fait, dans la narration qui se pose, en fait. C'est-à-dire c'est de la pure narration, c'est-à-dire que la scène d'ouverture avec la petite Madeleine, elle a un rapport parce qu'il y a un truc qui se passe plus tard dans le film avec un enfant. Elle a un rapport avec le fait que quand elle est sous l'eau, elle remonte. Tu comprends instinctivement que c'est d'elle qu'on parle, parce que même s'ils te le disent pas automatiquement, enfin voilà, c'est des trucs comme ça en fait, tout bêtes, qui font que tu te dis il y a un réalisateur derrière le film en fait à qui on a donné un peu les moyens. Alors c'est pas encore une fois c'est pas du Hitchcock, hein, mais c'est soigné. Ça fait son taf. Ouais. Alors par contre, il y a Hans Zimmer qui fait de la musique de merde par contre, mais vraiment de merde. Alors pour le coup t'as vraiment pas l'impression d'être dans un James Bond, hein. Tu vois, la musique, enfin je veux dire, expédions ça rapidement quand même, hein, parce que voilà. C'est Billie Eilish qui signe c'est pareil, je n'ai pas trouvé ça. Moi, je l'avais pas écouté en fait parce qu'elle est dispo depuis 1 an et demi du coup. Je l'avais pas écouté en fait et du coup je trouve ça un peu cheap aussi, quoi. Je trouve ça un peu ça manque de corps, je trouve, en fait, cette chanson, quoi. Mais bon, c'est rien à côté de la musique d'Hans Zimmer qui est littéralement, c'est la honte, hein. Il s'est pas fait chier une seconde, quoi. Et je crois que c'est la seule fois où il fait un James Bond en plus. Oui, le truc c'est qu'en fait il fait aussi ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire qu'il récupère des motifs musicaux des films précédents parce qu'il y a une intention narrative à renvoyer en fait à l'histoire de la franchise. Ce qui est un peu dommage parce que ils ont sous la main un gars qui pour le coup est un vrai fan de James Bond et un excellent compositeur qui est David Arnold, qui depuis les années 90 essayait justement de remettre l'héritage de la musique de James Bond dans une nouvelle configuration musicale, on va dire, mais comme il n'est pas assez punchy entre guillemets, il est pas Zimmer, quoi. Donc ils ont préféré le père Hans. Mais est-ce que dans la mesure où on est là pour clore aussi un chapitre quand même, c'est le dernier film de Daniel Craig, on l'a dit, est-ce que ça a pas du sens quand même de justement faire tous ces emprunts aux bandes son des films précédents? Moi, alors les bandes son, je sais pas, mais déjà si, en fait c'est une bande son, mais c'est pas que la bande son, c'est-à-dire que en gros il y a une ombre assez énorme, mais qui est une ombre en fait qui est là depuis. C'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est quand même un film qui a été vachement décrié quand il est sorti au service secret de Sa Majesté, notamment à cause du fait que c'est George Lazenby qui joue le rôle, et que c'est la seule fois en fait qu'il a interprété James Bond, mais il est hyper matriciel ce film en fait dans la saga, et là il le cite ouvertement avec la chanson de Louis Armstrong, mais pas que, il le cite avec les thématiques. C'est-à-dire en fait au service secret de Sa Majesté, donc je spoil au service secret de Sa Majesté si vous n'avez pas vu au service secret de Sa Majesté, qui a quand même maintenant presque 50 ans, enfin même plus je crois, il a 50 ans. C'est le seul James Bond où James Bond se marie. Il trouve son égal en fait, qui est interprété par, moi je trouve la meilleure James Bond girl de tous les temps, Diane Harrick, quoi, qui est vraiment une actrice formidable, qui nous a quitté l'an dernier, quoi. Et en gros le spoil en fait du film, c'est qu'elle meurt juste après leur mariage. Elle se fait à la base, c'est Spectre, je crois, qui essaye de tuer James Bond, et en fait ils se trompent et ils ratent leur coup, et en fait c'est elle qui meurt. Et c'est la fin, ça dure littéralement 1 minute, hein, c'est la fin du truc, et c'est en gros c'est une manière de dire de toute façon James Bond sera toujours James Bond.
C'est-à-dire, en fait, il y a pas, même s'il essaye de sortir de son rôle de James Bond, il pourra pas y arriver. Il sera toujours rattrapé il peut pas se caser, quoi. Il peut pas, voilà. Et ça fait partie de la figure tragique du personnage. Là, ils font littéralement l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, en citant ouvertement en plus le film, c'est-à-dire que mais en fait, James Bond, il peut pas avoir de famille, il peut pas se marier, il peut pas machin. Bah, je vais vous prouver que si. Bah oui, sauf que non. Sauf que non, et en fait, sauf que non, mais sauf que si quand même. Parce que en fait, le problème, c'est que alors, est-ce qu'on spoil, est-ce qu'on rentre dans le Non, oui, il faut spoiler. On a prévenu qu'on allait spoiler. Voilà. Donc, Une des raisons pour lesquelles Danny Boyle a refusé de faire le film, apparemment, c'est que quand on lui a dit il faut que James Bond meure, il a dit mais c'est une idée complètement débile. Et il a fait moi je vais pas faire ça. Donc et Dieu sait que moi je suis pas un grand fan de Danny Boyle forcément, mais là il a raison à mon sens parce que pour moi en tout cas c'est comme ça que j'aborde le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en fait après 25 films, après 60 ans d'existence au cinéma, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait montrer que James Bond n'a pas montré en fait jusque-là. Et en gros ce que tu retiens pour moi quand tu sors de Mourir peut t'attendre, c'est que James Bond a une famille, il a une petite fille dont il ignorait l'existence, quoi. Il a une femme qu'il aime depuis X temps, ce qui était déjà plus ou moins amorcé dans l'idée qu'il peut savoir vivre le deuil en fait d'une histoire d'amour et vivre le deuil en fait oui, parce que le personnage de Vesper est morte en fait dans Casino Royale. Souffrir de sa condition d'homme normal, ce qui n'est pas James Bond, tu vois, c'est aussi ça le truc, quoi. C'est-à-dire de souffrir en fait d'une rupture, de souffrir d'une trahison amoureuse, etc., et de se sacrifier littéralement en fait pour le monde. Et là, alors outre le fait que moi je la trouve assez ratée la scène, émotionnellement, c'est-à-dire que vraiment, je trouve ça assez, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais on va peut-être en parler plus tard. James Bond, c'est une icône. Il faut le traiter comme ce que c'est, en fait, une icône. Et en gros, le faire mourir, en fait, c'est lui donner une espèce de corps qui, déjà, on sait qu'il y aura un prochain James Bond. Oui, c'est pas pour autant que la franchise va s'arrêter. Et en gros... il y aura un prochain 007, en tout cas. Voilà, et même s'il sera pas forcément, d'ailleurs, celui qui tente d'annoncer dans le truc, qui est, comment elle s'appelle, la chaîne à Lynch, quoi. Ah non, c'est déjà acté que ça sera pas elle. Ouais, mais parce qu'en fait, déjà, Daniel Craig a dit qu'il fallait pas qu'une femme joue le rôle, parce que en gros, elles peuvent créer leur propre rôle pour elle, et bon, à la limite, ça se tient, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, en gros, en fait, il y a tout cette espèce de truc autour de cette notion-là, qui est que effectivement c'est un matricule, en fait, le matricule 007, mais dans ce cas-là, traiter le personnage comme ça aussi. C'est ça le problème, en fait, c'est que en fait quand t'as Daniel Craig qui d'un seul coup incarne ce truc-là, c'est comme si en fait c'était pour moi on rentre dans une espèce de logique à la Fast and Furious. Mais est-ce que vas-y. Est-ce que le fait que James Bond meurt à la fin de ce film-là, ça n'ouvre pas la porte justement à un reboot à nouveau, à... Mais on n'en avait pas besoin. En fait, personne s'est posé la question en fait sur Roger Moore. Personne s'est posé la question sur Timothy Dalton. C'est juste que t'aimes ou que t'aimes pas l'acteur, si tu veux, qui interprète ce rôle-là. Moi, je sais que la période Roger Moore, elle m'intéresse pas particulièrement. J'aime bien Pierce Brosnan, mais j'aime pas ses films. En fait, je trouve que lui, il est bien dans le rôle, il l'incarne bien. Et voilà. Mais c'est vrai que on n'en a pas besoin. Alors, est-ce qu'on en a besoin dans la dramaturgie de ces 5 films-là ? C'est pareil, je trouve pas ça hyper bien abordé, quoi. En fait, voilà, leur problème, si on peut parler de problème, c'est qu'ils essaient de régler leur compte d'une certaine façon avec une franchise qui, au départ, est une émanation culturel. C'est-à-dire que le James Bond des années 60, il n'a pas été calculé, il a été fabriqué par l'époque. Et le succès délirant et inattendu que ça a représenté, il a pris de court, en fait, même les producteurs, qui ne savaient pas exactement ce qu'ils avaient sous la main, et qui ont donc décidé, à partir de là, d'en faire une formule. L'épisode au service secret de Sa Majesté, le fait de faire de Bond un personnage qui se marie et qui perd sa femme, c'est effectivement une façon de le condamner et de dire au public de l'époque, ce personnage ne sera jamais un personnage, c'est-à-dire ça sera jamais, en gros, un être humain. Il va pas avoir de vie, il va rester une pure fonction. Et c'était l'ouverture d'une formule, en fait. Et les James Bond se sont distingués par le fait d'être purement formulaïques, c'est-à-dire, en gros, on reprend tout le temps les mêmes séquences avec les mêmes personnages clés, Q, Moneypenny, M. Ce qu'ils font d'ailleurs voilà. Ici aussi, hein, encore une fois.
mais sans chercher à leur créer une quelconque backstory ou à les inscrire dans une quelconque humanité. C'est toujours les mêmes ingrédients, la même recette. Voilà, avec des variations à chaque fois qui étaient les variations de lieu et quelques petites idées sur autour des scènes d'action, etc. et des gadgets. Et moi je rajouterais un truc d'époque, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi en fait sur le fait que les James Bond n'ont pas forcément brillé dans le cinéma d'action, c'est-à-dire que même si l'ombre d'Hitchcock est évidente en fait sur les débuts de Sean Connery. Déjà, en fait, il y a une dangerosité en fait chez le personnage qui existait quasiment pas à l'époque. En fait, c'est-à-dire que, en gros, plus encore une fois que le fait d'incarner un mal alpha, etc., moi, ce que je retiens en fait de la période de Sean Connery, c'est que même si c'est ça, hein, évidemment, tu vois, il y a des trucs, il détourne une lesbienne, enfin, des trucs, c'est complètement ouf, quoi, tu vois. Enfin, voilà, c'est très très masculin, tu vois, dans la logique des choses. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, est dangereux. Il tue. C'est-à-dire, il a ce qu'on appelle le permis de tuer. Donc, en gros, et c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. Donc, du coup, cette espèce de dangerosité, ça en faisait un personnage complètement hors norme, en fait, dans ce qui existait à l'époque. Et quelqu'un qui se fout complètement de la vie d'autrui. Et en gros, c'est pas forcément... Alors, que ce soit devenu une icône et que ce soit devenu un truc, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ces scènes d'action-là, elles étaient vraiment créées, en fait, autour de ces logiques-là. Et surtout... à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Ce que je disais, c'est que, voilà, ce que je soulignais, c'est que dans les années 60, c'était pas quelque chose qui venait, c'était pas du top-down, si tu veux. Non. C'était la culture populaire qui avait créé James Bond. Sauf que la dangerosité du personnage, son caractère outrancièrement viril, par exemple, ça c'est un truc qui a été complètement oublié. C'est le public féminin qui l'a créé à l'époque. C'était pas une intention des producteurs de se dire, on va créer un fantasme dans lequel tous les hommes vont plonger. C'est le public féminin qui a répondu extrêmement favorablement au jeu très rugueux de Sean Connery, et les mecs se sont dit ok, on tient un truc là, on le lâche pas. Donc ce qui est aujourd'hui rigolo, parce que quand on revient sur le caractère paternaliste, misogyne de James Bond, d'oublier que c'est un public féminin qui l'a demandé à cette époque-là, parce qu'elles avaient envie d'être secouées dans les années 60 en fait par ce genre de figure. Mais ensuite, dans les années suivantes, il s'est mis à suivre des modes, c'est-à-dire que déjà au c'est début, devenu un gros beau. Non, mais je veux dire, faut être honnête, hein, tu vois, dans son rôle culturel, on va dire. C'est-à-dire que dès le début des années 70, il y a le succès des films de Kung Fu, il y a le succès des films de Blaxploitation, et donc on se dit, ok, on va mettre ça dans James Bond. Il y a Star Wars qui arrive, on va envoyer James Bond dans l'espace. Bon, donc à partir de là, il a suivi l'air du temps, parce que c'était devenu une formule de toute façon. Et la problématique de l'air du temps, c'est que ça s'est vraiment arrivé jusqu'à vraiment dans les années 90-2000. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu regardes Permis de tuer par exemple avec Timothy Dalton, c'est un Joel Silver en fait de l'époque de Die Hard et de L'Arme Fatale, quoi. Et en fait et Rambo. Ouais, James Bond a fait son Rambo aussi. Hein, mais c'est pareil, en fait. Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand tu regardes même le Brosnan, où d'un seul coup, en fait, le méchant, c'est Internet, en fait, dans un des films. Tu vois, c'est des trucs comme ça où tu fais, bon, alors, c'est quoi cette nouveauté Internet? Allez hop, on la cale dans le film. Tu vois, donc c'est des trucs, en fait, où. Et le problème, en fait, c'est que, donc, du coup, quand tu fais des films comme ça, on va dire, quand t'es dans cette formule-là, quand tu en arrives à un truc comme Mourir peut t'attendre, c'est que t'as tout un truc autour du virus, par exemple, dans le film, t'as tout. Et en vrai, enfin, moi, je suis désolé, mais 2h43 pour raconter ça. Tu sais, au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais en fait, vous assumez la formule sans l'assumer, tout en cassant en fait ce que le personnage est censé représenter. Ils assument pas la formule, et ça, c'était une problématique qui a parcouru la franchise depuis, je suis désolé, depuis que Barbara Broccoli l'a reprise, c'est-à-dire à partir de l'époque de GoldenEye, où déjà, à l'époque, ils se disaient, ok, on est en train de travailler avec un personnage qui est un dinosaure. Parce qu'effectivement, Bond, il a été créé dans le contexte de la guerre froide, ses ennemis, c'était le bloc de l'Est, les communistes, etc. Et dans les années 90, non seulement la notion de virilité a changé, donc il faut arrêter avec le rugueux Sean Connery, mais en plus la géopolitique a changé. Et là on commençait à avoir des justifications sensitive, bizarre. Enfin, moi j'ai ce plan là où t'as Pierce Brosnan qui erre dans un cimetière de statues de Lénine. Enfin, t'es là, qu'est-ce que je suis pas venu voir James Bond pour ça. Je veux pas qu'on me fasse la morale sur ah là là, mon Dieu, le monde a changé. Je suis trop Arthur Rimbaud. Et puis il y a pas que ça en fait. C'est-à-dire il y a ces moments où d'un seul coup en fait James Bond il pleure devant des des palmiers sur une plage et t'as envie de dire mais en fait c'est pas James Bond. Voilà.
James Bond, il pleure pas. Non mais, jamais. non mais tu rigoles, mais c'est vrai que c'est un truc de voilà, enfin cette espèce de fausse sensibilité, parce que c'est plaqué. Ça ne colle pas avec le personnage en fait. C'est-à-dire que et donc on en vient à ce qu'on dit sur Mourir peut attendre, c'est-à-dire qu'en fait le fait de lui donner un gamin, déjà tu me l'as dit toi-même en antenne, le mec il exprime zéro émotion. Alors c'est vrai que il découvre qu'il a un enfant, donc. Pour faire le raccourci, donc Madeleine Swann, il la quitte dans ce train et puis l'histoire reprend 5 ans après et il découvre un petit peu plus tard dans l'histoire, il retrouve Madeleine et il découvre qu'elle a une fille âgée de 5 ans et on comprend sans que ça soit dit vraiment explicitement mais que c'est sa fille à lui. Et alors, il présente absolument aucune réaction. À aucun moment, tu as l'impression que ça le touche, que... À tel point que même narrativement, tu te demandes si, en gros, parce que la nana, elle dit c'est pas ta fille, elle lui dit au début, et toi tu sais que c'est sa fille, forcément, tu vois, que tu te demandes si c'est vraiment pas sa fille, en fait, parce que tu te dis, c'est incroyable, et il faut que les mecs te le disent à la fin, quand même. Elle a ses yeux. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que, donc tu te retrouves avec ce truc-là, donc d'un seul coup, bah, ça devient James Bond de la tendresse, et en gros comment dire, non mais c'est vrai, et en fait il se dit je vais sauver le monde parce que je vais sauver ma fille, et il exprime aucune émotion aussi parce qu'en fait il cherche à être un homme, et ça c'est un truc. Moi je m'étais fait engueuler, je m'étais tapé un shitstorm à l'époque de la sortie de Couscous Royal parce que j'avais fait un texte qui s'appelait Les Fifis à sa maman, où j'expliquais justement que le James Bond nouveau était en fait un mec qui cherchait à devenir un adulte mais qui savait pas comment faire, que le personnage de M dans ce reboot incarnait très clairement sa mère, passait son temps à l'engueuler, à lui retirer son forfait internet parce qu'il avait buté un membre d'une ambassade, tu vois, mais c'était honteux de le rétrograder à ce niveau-là, et en même temps ça s'expliquait par le fait que le public de ces films-là avait changé depuis les années 60, et c'était un public justement d'adolescents pour la plupart qui refusaient de grandir, qui voulaient pas quitter les parents, et donc ils allaient pas s'identifier à un mec qui dans les années 60 représentait l'absolue indépendance de tout sauf de la couronne britannique. Mais en tout cas James Bond c'était un mec qui se faisait tout seul, qui voilà, il avait pas d'amis, il avait pas de meuf, il s'en bat les couilles, et tu l'emmerdes et il te bute. Bon. Et on n'était plus dans cette configuration au début des années 2000. Et Daniel Craig, il a vraiment joué le rôle du gamin qui se découvre progressivement. Et là, ça a été finalement explicité, hein, que basiquement que M c'était quasiment sa mère dans le final de Skyfall, voilà, où il l'enterre. Et donc aujourd'hui, avec celui-ci, voilà, il est l'heure pour lui de devenir un père, quoi. Et on te montre, il sait pas comment s'y prendre. Et le jeu de Daniel Craig, il est calqué là-dessus. C'est-à-dire, c'est un jeu où si t'es adulte, c'est parce qu'en fait tu fais la gueule. Mais c'est vrai, ça, c'est vraiment ça. Enfin, là où tu ne demandes pas à Sean Connery de faire la gueule pour montrer que c'est un adulte. Il rentre dans une pièce, il impose sa présence parce qu'il sait qui il est et ce qu'il doit faire. Et ce qui n'est pas du tout le cas de Daniel Craig, qui est tout le temps en train de se dire putain, mais ça se trouve elle m'a trahi, oh là là. Ouais, sans compter qu'il y a aussi cette problématique, c'est que enfin moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec Daniel Craig dans le rôle de toute manière, quoi, de base, hein. Je trouve qu'il a un physique de déménageur, quoi, tu vois, et c'est pareil, il a pas un physique de ce qui pourrait ne pas être un problème. Non, mais ce qui pourrait ne pas être un problème, mais c'en est un. Et en fait, c'en est d'autant plus un que, en gros, le mec, l'acteur, hein, se plaint lui-même, en fait, du rôle depuis... Alors, je peux comprendre, hein, que, quelque part, en fait, ça soit très difficile de gagner énormément d'argent pour faire, comment dire, un film, en fait, qui comment dire, rapporte beaucoup d'argent et te permet de tourner tous tes autres films, en fait, à côté, qui vont pas forcément rapporter autant d'argent, etc., et de continuer ta carrière, tu vois. Je comprends, c'est un problème. Mais tu vois, mais tu vois, quand il t'explique qu'il préfère s'ouvrir les veines que de tourner un James Bond, bah, en fait, moi, forcément, ça teinte ma vision du mec. C'est-à-dire que si d'un seul coup il était brillant dans le film, je me dirais bon, bah, il est brillant dans le film, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en gros, ça se voit en fait que ça le fait chier. Ça se voit qu'il veut pas faire ça. Ça se voit qu'il se sent prisonnier du rôle. Ça se voit que tous en fait ne savent pas vraiment quoi faire avec ce personnage-là, que voilà, et j'ai presque envie de dire l'idée, si tu veux, quand Casino Royale, en fait, ça a été fait d'une manière en fait un peu, je trouve, malhonnête à l'époque, parce que ce qui s'est passé, c'est que Brosnan, et ça c'était pareil, c'était très public, en fait, on savait que Brosnan se foutait sur la gueule avec les producteurs parce qu'il avait une idée très spécifique de ce qu'était James Bond et les producteurs lui disaient non.
Et il se pliait à ça parce que c'était son rôle fétiche. Lui, pour le coup, il voulait vraiment le jouer, James Bond, quoi. Et il a même failli le faire dans les années 80, et en fait, ça lui était retiré. Et finalement, il l'a joué dans l'affaire Thomas Crown, son James Bond. Ouais, James Bond. Et en fait, le truc, en gros, c'est que quand Tarantino a dit qu'il voulait faire Casino Royale dans les années 60 avec Pierce Brosnan dans le rôle, etc., Pierce Brosnan s'est jeté sur l'idée. Il a dit, mais regardez, il faut qu'on fasse ça, il faut vraiment qu'on fasse ça, c'est une super idée. Et c'est une super idée parce que, en vrai, le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux pas faire James Bond, bah refais James Bond dans les années 60. Déjà, il y a un problème avec James Bond, c'est que ça a été surparodié. Surparodié, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas. Il y a eu Austin Powers qui reprenait littéralement des gags de Roger Moore, quoi. Notamment avec les deux jumelles asiatiques, quoi, des gags de merde, des gags de beauf en plus, tu vois, des trucs genre fuck you, des trucs comme ça, quoi, des jeux de mots pourris, voilà, c'est ça. Et c'est littéralement la même chose dans je sais plus lequel, dans L'Homme au pistolet d'or, je crois. Enfin bref, et donc en fait, quand on est arrivé à ce stade-là, bah oui, le mieux c'est de revenir, et quand on parle de reboot, c'est de revenir vraiment à l'idée de fétichisme, en fait, de recréer les années 60, de recréer, etc., une époque. Et là, moi, je pense que c'est vraiment la bonne idée si tu le fais vraiment bien, quoi, tu vois. Pour faire continuer le personnage, c'est de dire, bah, ce personnage, de toute façon, c'est les années 60, c'est les années 70, quoi. Et en gros, le faire, en fait, aujourd'hui avec l'aura actuelle, ce n'est plus traiter ce personnage-là. Et c'est tout le problème, en fait, de là-dedans. C'est-à-dire se poser la question de est-ce que c'est un 007 ou pas, en fait, vis-à-vis du personnage de la chaîne. Et ça, c'est pareil. Ce personnage-là, c'est tellement un acte manqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une nana qui est hyper charismatique. La Lashana Lynch, elle est super, en fait, balèze. Donc, la Lashana Lynch, dans le film, elle incarne le nouvel agent 007 voilà, qui a remplacé James Bond, qui est à la retraite. Voilà. Et en fait, moi, c'est une nana que je trouve... Enfin, l'actrice, en fait, je me rappelle que... Et pourtant, elle a fait que des trucs de merde. Elle était dans Captain Marvel, mais je me rappelle d'elle, quoi. Vraiment, elle est hyper... Moi, je trouve qu'il y a un truc avec cette nana, vraiment, qui est super... Mais là, en fait, c'est un acte manqué. Ils en font rien. Ah, c'est pire que ça, c'est carrément insultant. Enfin, je veux dire, c'est un token. Elle ne sert absolument à rien. Elle est toujours en retard. Basiquement, elle sert de traceur, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il cherche un méchant et il se dit juste, bon, elle est sur la piste, donc je vais aller la griller. Il y a une autre. Là, pour le coup, il y a une James Bond girl qui apparaît dans celui-ci à Cuba, voilà. Paloma, voilà, qui en l'espace de 4 minutes a fait oublier toutes les autres présences féminines dans le film parce que c'est un personnage. C'est-à-dire qu'elle a un côté un peu gaffeur, un peu désorganisé, etc., qui tout d'un coup l'a fait exister en fait. Alors, ces personnages féminins, on le disait en intro, c'est Phoebe Waller-Bridge qui a été embauchée a priori à la demande de Daniel Craig pour justement creuser ces personnages féminins et ajouter aussi une touche d'humour, notamment dans les dialogues. Alors, pourquoi sur ce personnage de Paloma, il laisse justement faire, c'est-à-dire la possibilité de créer un personnage truculent, agréable à voir, et pourquoi ils font de 007 un token, enfin vraiment un objet un pot de fleurs, un truc qui sert vraiment à rien, si ce n'est à dire oui, c'est possible que 007 soit une femme. Il y a en plus derrière ça une forme de... Comment dire ? Moi, je pense que dans leur tête, c'est un respect qui, en réalité, transpire le désir de revanche. Le premier Bond, c'est Dr. No, ça se passe en Jamaïque, et c'est un Bond qui a été fait à l'époque, à la fois dans un désir vaguement touristique et de rapprochement politique avec, basiquement entre l'Angleterre et la Jamaïque. Mais il y avait un rapport colonial qui était manifeste dans ce film-là. Et on se doute que quand James Bond va en Jamaïque, s'il a envie de se taper une meuf, il demande pas finalement son autorisation. Et là, il y a une scène où ils croisent donc cette Jamaïcaine dans une discothèque et où ils ont un échange de regards en mode je vais te sauter dans la scène suivante. Elle l'accompagne jusqu'à sa baraque sur un scooter et c'est là où en fait elle se révèle être un agent 007 en mode haha je t'ai bien eu, voilà, on va pas refaire ce qui se faisait dans les 60s. Donc il y a un côté, vous voyez, on a vu les films, on les a étudiés et en même temps on se tient à distance de ce que des valeurs que ces films pour projeter. Comment ? Parce que c'est puant. À leurs yeux. Oui, bien sûr. Mais il y a un paradoxe dans le fait de vouloir créer un arc narratif, parce que là, depuis Couscous Royal, il y a un arc narratif qui a été créé vraiment autour du personnage de Bond, en se servant de tout ce qu'il a été avant pour l'infuser, parce qu'il faut le dire aussi, le film, celui-ci, il débute par une référence visuelle
un Dr No au niveau du générique. C'est le premier, à ma connaissance, le premier Bond dans lequel on a un barrel gun qui n'est pas sanglant. À la place, on a de la neige, donc c'est vraiment une façon de dire, voilà, c'est un voile blanc, on efface cet aspect-là. On a dit que la chanson We Have All the Time in the World est un motif musical récurrent en fait dans le film. Il y a plein de références. Bon, évidemment, le fait qu'il va sur la tombe de sa femme assassinée renvoie à Rien que pour vos yeux, où il se faisait aussi attaquer alors qu'il était sur la tombe de sa femme assassinée. En fait, tous les épisodes, tout ce qui a vaguement tenté de créer une consistance au personnage de Bond dans la série est repris pour être intégré à la narration en mode on rend hommage à tout ça, voilà, à tout ce qui a constitué le mythe Bond, et en même temps on n'aime pas ça, on s'en tient à distance. Donc c'est là où il y a en tout cas où on essaie de le retourner, quoi. Il y a une dissonance, quoi. Mais ça, c'est ce qu'ils font depuis le Casino Royale, hein. C'est-à-dire que en fait, en gros, il y a toute cette idée de dire voilà, en fait, tu peux pas objectifier Ursula Andress en fait qui sort de la plage, donc on va le faire avec James Bond. Sauf que t'as envie de dire, mais James Bond aussi il était torse-poil en fait dans je comprends pas la logique en fait, si tu veux. C'est-à-dire que oui, mais lui il avait un rôle. Mais sauf que c'est pas Ursula Andress aussi pour le coup dans Dr No. Mais le truc, si tu veux, c'est que en fait, indépendamment de ça, si parce que ça c'est pareil en fait, il y a plein de Bond girls qui sont pourries, hein. Ça c'est vrai, hein. Mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment bien. Et le truc, si tu veux, c'est que c'est pas non plus, tu vois, enfin il y a des vrais personnages, tu vois. Et je parle pas de Halle Berry dans le Pierce Brosnan, hein. Je parle vraiment même dans les années 60 et tout, quoi. C'est juste que, comment dire, en fait la problématique, si tu veux, c'est que c'est le regard du spectateur. C'est pas en fait ce que le film a forcément fait. Comme le disait Rafik au début, c'est-à-dire que vraiment il y a le regard du spectateur, et oui, c'était des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. Une nana qui sort en bikini sur la plage, on le voyait pas dans les films en fait, parce qu'il y avait un côté prude, un côté machin, etc., etc. Et en gros, évidemment, c'est devenu une poster girl, d'accord, tu vois. Mais en gros, moi, je connais personne qui va foutre Daniel Craig en fait sur son, voilà. Donc en fait, tu ne recrées rien. Non, ça, t'as pas de poster de Daniel Craig au-dessus de ton lit. Moi, non, c'est sûr, tu vois. Non, mais je sais je sais que pour le coup, il y a pas mal de femmes en fait qui trouvent cette scène, comment dire, sexy et tout, hein. Et d'accord, très bien, il y a pas de problème, quoi. Mais moi, c'est l'intention derrière que je trouve bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, à ce stade-là, autant ne pas faire un James Bond, en fait. C'est ça que je veux dire. Autant créer votre propre truc, en fait, et faites ce que vous voulez avec. C'est juste que là, James Bond, ça existe depuis X années. Donc c'est bizarre en fait d'avoir cette espèce de rapport amour-haine en fait vis-à-vis d'une création qui est en plus une création, et ne pas reconnaître que la simplicité de cette création, parce que il faut le dire, hein, les James Bond originaux sont des films simplistes, que ça a été créé par un contexte compliqué. C'est-à-dire que James Bond, c'est d'un côté on a voulu dire que c'était effectivement l'Angleterre coloniale au service secret de Sa Majesté et tout le bordel. En gros, qu'il était là pour servir les intérêts, comment dire, l'idéologie britannique de son époque, et en même temps, c'est un objet contre-culturel dans les 60s qui annonce la révolution sexuelle à venir. C'est le double. Enfin, c'est une figure simpliste, mais c'est une figure simpliste qui est née d'une société compliquée. Et aujourd'hui, on règle ses comptes avec la simplicité de la figure. En disant oui, mais tout ça c'est pas bien. Non, mais en plus, la misogynie de James Bond c'est pas bien. Mais la misogynie de James Bond, elle renferme beaucoup plus que juste de la misogynie. Et si vous voulez comment dire, faire durer la franchise, nourrissez-vous de la complexité de la société d'aujourd'hui. Et là peut-être que vous aurez de quoi construire ce qui était aussi la bonne idée, moi je trouve, d'aller chercher justement Phoebe Waller-Bridge, hein, à la base, hein. C'est juste que en fait je trouve que son apport il se sent pas énormément en fait dans le film, quoi. Parce que après, il y a des problématiques de narration, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, ce que je retiens en fait de Mourir peut attendre, c'est, voilà, ce que j'ai dit, c'est en gros, t'as 2-3 scènes d'action, pas trop mal, tu vois. Effectivement, le personnage de Paloma qui est sympa. Lashana Lynch qui littéralement disparaît derrière. Quelques plans, en fait, dans des scènes d'action, des trucs comme ça. Et cette idée que, il a un gosse et il meurt. Et en gros, et avec cette idée que, parce que toute l'idée de Casino Royale, c'est donc de rebooter, entre guillemets, James Bond, de recréer à leur manière à eux ce que représente Spectre, ce que représente, Blofeld, etc., etc. Et donc là, c'est pas que des références, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils se sont complètement, parce qu'on en a pas parlé du méchant vraiment, mais justement, je voulais qu'on y vienne. Voilà, le mec porte un masque no.
tu vois, il a une comment t'appelles ça, une base en fait perdue, tu vois, Donc, qui est la base du le Dr. méchant, No, c'est voilà. Lucifer Safin, Voilà. et il est joué par Rami Malek. Qui aurait dû être Dr. No dans leur version à eux, donc. Et en fait, t'as l'impression qu'ils se sont déballonnés. À la dernière, ils ont dit bon, on va pas l'appeler comme ça parce que en fait, en gros, ça la fait pas quoi, tu vois. C'est-à-dire Mais Et il possède un Poison Garden qui est une référence au Garden of Death, rien que pour vos yeux. voilà. Et en fait, si tu veux, donc c'est très bizarre parce que tu sais que ça s'inscrit dans un espèce de truc aussi où comme c'est la première fois dans l'ère de James Bond que en fait les films se suivent littéralement, c'est-à-dire qu'en gros en fait de Casino Royale jusqu'à Mourir peut attendre, en fait les 5 films peuvent se regarder comme des suites directes avec des personnages qui reviennent et qui vraiment en fait ont un rapport parce que Felix Leiter il revenait tu vois dans plein de films où des fois t'avais des actrices en fait qui jouaient James Bond qui revenaient en fait dans comment dire dans d'autres films, mais c'était pas les mêmes personnages, tu vois. Là c'est les mêmes persos, Ça se s'enchaîne. suit. Ils ont vraiment en fait voilà et en gros ce film existe donc par rapport à ce qui a été mis en place dans les précédents films, mais aussi comment dire par rapport à ce que qu'est-ce qu'on n'a pas fait en fait dans la franchise. Donc du coup au final en termes de narration pure et dure ce qui reste c'est ça. C'est-à-dire en fait tout ce qui est de l'obligation on va dire de James Bond, ces moments où en fait il faut faire plein de trucs super technologiques avec des super technologies de nanotechnologie de machin de bidule pour sortir un gars enfin tu vois tu te dis ok ça marche comment, mais et en fait ils prennent pas du tout le contexte de qu'est-ce que tu pourrais avoir en fait technologiquement aujourd'hui, de vraiment t'as vraiment l'impression que c'est c'est la montre laser, tu vois, ou ce genre de truc. En fait, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est des trucs genre, si on dit le mot nanotechnologie, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. Et en fait, si tu veux, t'as envie de dire, bah non, enfin, je sais pas, si vous voulez faire un truc pseudo-réaliste, parce que c'est ça aussi, Casino Royale, c'est que ça sortait de l'époque, alors. On s'entend, hein, pseudo-réaliste, mon cul, mais tu vois, je veux dire, ça sortait de l'époque de Bourne et tout ça, etc., etc. Ça pompait littéralement ça, hein. C'est-à-dire que en fait, Casino Royale existe de cette manière-là parce que, en fait, il y avait Jason Bourne 2-3 ans avant, quoi. Donc, si tu veux vraiment créer ce truc-là autour de ça, bah arrête de faire dans ce cas-là, arrête de. Mais ils peuvent pas, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une problématique familiale aussi, James Bond. C'est-à-dire qu'en gros, Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, c'est les enfants de Broccoli et Saltzman, et en gros les producteurs voilà, originaux sur les 15 premiers, et en gros l'idée même ils ont à gérer un héritage, on va voilà. dire, et un héritage d'autant plus compliqué qu'il faut pas le sous-estimer non plus, hein. James Bond, c'est au-delà du fait d'être une franchise de cinéma, c'est aussi un symbole c'est quelque chose qui a toujours été très très proche à tout point de vue des services secrets anglais, c'est-à-dire pour eux c'est leur représentant, donc ils vont pas non plus laisser n'importe quoi se faire avec ce personnage-là. Et au fil des décennies, en fait, tous les intérêts britanniques ont été défendus par la franchise Bond. À l'époque où il fallait faire des talibans les nouveaux héros de la liberté, voilà, bah James Bond allait faire copain-copain avec les talibans en Afghanistan. Et là, ce truc qu'on a aujourd'hui sur l'ADN ciblé par des nanobots qui font en gros un virus spécifique à la personne en fonction de son code ADN, ça fait partie des délires qui sont questionnés assez ouvertement par ces services secrets. Donc ils font avancer leur propagande, je veux dire, il y a aussi cet aspect-là, hein, qu'il faut pas oublier dans les James Bond, ça, c'est aussi de la propagande. Mais avec la logique aussi, donc vis-à-vis de James Bond, de tuer le père, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, le truc qui est très étrange, c'est que Broccoli, le père, avait dit, en fait, faites ce que vous voulez, ne baisez pas la franchise. C'était vraiment, c'est limite, t'as l'impression que c'est des mots sur son lit de mort, tu vois. Et en fait, en gros, bah d'une certaine manière, alors moi je pense que la franchise était baisée depuis un moment, hein, en vrai, hein. Moi je suis très bizarre, hein, ce que je vous disais en antenne, en fait. Moi je suis né dans les années 70, donc mon James Bond à moi à la base c'est Roger Moore. J'aime pas du tout les Roger Moore, j'ai un fétichisme en fait pour Sean Connery. Pour moi ça s'arrête, le dernier vrai James Bond c'est au service secret de Sa Majesté, et après c'est tu vois, c'est plus rien à foutre, quoi. Et en gros, il y a peut-être un ou deux que j'aime bien comme ça, mais c'est pas des bons films, quoi. Et en vrai, c'est pas normal, parce que je devrais pas être nostalgique de ce truc-là. C'est que ça veut dire que ça représente quand même quelque chose de très spécifique, très ancré dans sa période. Et en gros, pour moi, James Bond, ça aurait dû s'arrêter dans les années 60. Et en vrai, ça fait...
plus de 20 ans. 18 films qu'on tire à la ligne. Ouais, Donc voilà. Mais après, toute cette idée, donc c'est quelque part, ils l'ont quand même baisé la franchise en fait de toute manière. Mais pas en termes de financement, en fait, pas en termes de ce que ça rapporte, parce que c'est énorme, en fait, ça n'a jamais autant rapporté d'argent. C'est pour ça aussi que Daniel Craig, par la force des choses, même si c'est pas mon cas, et apparemment il est extrêmement populaire dans ce rôle-là. Donc bon, je m'incline, mais c'est vrai que, comment dire, et oui, ce qu'on disait en termes de film, ça se tient. En termes de film, ça, voilà, on revient au début. En termes de film, ça se regarde. Il faut quand même au moins lui reconnaître ça. Ce qui est pas. Moi, je sais que j'ai pas vu Spectre, mais j'avais vu Skyfall, qui pour le coup avait un visuel absolument magnifique, mais derrière il y avait rien quoi à se mettre sous la dent en termes, j'entends, d'ingéniosité des scènes d'action, etc. Là où au moins il y a, comme le dit Stéphane au début de l'émission, cet effort de créer des séquences avec une idée aussi simple soit-elle, comme celle de l'escalier, du plan séquence dans l'escalier, mais au moins elles sont là. Il y a cette volonté là, il y a un travail de chorégraphie, un vrai travail de cascadeur. C'est en plus une nouvelle équipe, je crois, qui gère les cascades dans celui-ci. Enfin voilà, des choses qui font qu'on se déplace pour aller voir ces films aussi. Il faut aussi rappeler aux gens qui nous écoutent que voilà, en tant que film d'action, vous n'allez pas non plus perdre votre soirée à aller le voir. Dans l'héritage de la franchise, c'est un autre problème, et il y a cet aspect d'amour-haine et de rapport compliqué avec le passé qui est toujours pas géré, mais qui est aussi à l'image de la société dans laquelle on vit, qui a envie de régler ses comptes avec ce passé lointain sans savoir de quoi ce passé était fait concrètement. Écoutez, ça me paraît être une excellente conclusion. Donc, si vous voulez vous faire votre propre avis, évidemment, vous pouvez aller voir Mourir peut attendre. Il sort en salle ce mercredi 6 octobre. Mais donc, en tout cas, ici, on vous recommande d'aller le voir. Parce malgré tout, ça reste du vrai cinéma. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de Candyman de Nia DaCosta, un remake reboot qui n'avait pas franchement emballé l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Salut à vous, l'équipe de Capture Mag. Déjà, félicitations pour votre travail. Je vous écoute toutes les semaines avec grand plaisir. Alors, cette semaine, c'est au tour de ce odieux remake de Candyman. Je trouve que rien ne va dans ce film. C'est une catastrophe. J'ai beaucoup aimé l'original. Pour moi, l'original est un chef-d'œuvre. Là, on est très loin. Le message sociopolitique d'une lourdeur pas possible, comme pour toutes les productions de Jordan Peele que j'exècre absolument. Alors, rien ne va, c'est mal foutu, ça ne fait pas peur, le script est catastrophique, c'est une suite, clairement, du premier Candyman. Dans l'absolu, c'était pas forcément une mauvaise idée, mais c'est tellement mal exécuté que c'est à éviter scrupuleusement. Surtout, ne regardez pas ce film. Bon, le film n'a pas grand intérêt, on a vu bien pire, mais on a surtout vu beaucoup mieux. Je voulais surtout parler du gros crachat fait à la gueule du personnage d'Hélène dans l'original. Et je dis pas ça parce que Virginia Madsen est un fantasme de jeunesse, pas du tout. Alors on se prive pas de la citer, mais on n'évoque jamais le fait qu'elle est un peu devenue Candyman à la fin du premier quand même. Et puis elle le sauve le bébé, donc faire du nouveau héros un martyr voué à devenir le méchant, ça fout en l'air tout ce qu'essaye de raconter Candyman, notamment sur la question sociale. Et ça c'est franchement dommage. Salut Capture Mag, bon je vais défendre un petit peu Candyman, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est surtout l'histoire que je trouve sympa, en étant la mythologie du premier, on suit ce qui arrivait à certains protagonistes sans trop spoiler. Après on va pas se mentir, c'est vrai que ça manque un petit peu d'ambiance, ça fait pas peur, il y a pas le côté crasseux avec genre les abeilles qui sortent d'un cuvette de chiottes, il y a pas le charisme de Tony Todd et ça manque beaucoup. Le côté prétentieux artistique, je trouve que ça aurait pu être une bonne métaphore, mais c'est vrai que comme c'est pas très lié, le film devient un petit peu ce qu'il cherche à critiquer. C'est sympa, on n'en sort pas déçu, donc voilà, moi, bon film pour moi. Moïsakis. Oh, bah ça va en fait, c'est pas si terrible. Grosse bête. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. Alain, merci également. Merci.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, un petit rappel, on a changé de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez aussi nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. Salut!